Bonjour à tous et à toutes, pour ceux qui se connectent en ce moment même. Bonjour à toutes et tous. J'ai la chance d'être aux côtés d'une femme de choc, Pauline Montet, une super start-up Moka. Vous êtes nombreux à vous être connectés aujourd'hui puisque vous êtes plus de 200 inscrits. Donc ça fait plaisir parce qu'on se dit que le bien-être, la santé mentale est un sujet important pour vous. Oui, c'est la première fois qu'on fait un webinaire ensemble, Pauline. Oui. Donc, soyez indulgents, soyez super enthousiastes, aidez-nous. Nous, on est enthousiastes. Exactement. Nous, on est super contents d'être là, en tout cas. Pour vous décrypter un petit peu, on n'est pas seul, puisque en coulisses, on a la chance d'avoir Constance Billon côté Moka et Adèle Renard côté Kokoroé. C'est un webinaire qu'on aime un maximum interactif. Vous allez voir, allez dans le chat. On a déjà Mathieu, Cédric, Samantha, Estelle qui sont en train de nous rejoindre et ça buzz de partout. Bertrand, Alexis, Stéphane, je reconnais certains noms, donc merci beaucoup d'être là et de vous connecter. C'est très chouette. Du coup, vous connaissez un peu le principe du chat, hein, c'est que vous nous écrivez, vous nous connectez en direct et vous nous laissez un maximum de messages et on va prendre les questions. Vous avez la possibilité de voter et du coup, de nous partager vos meilleures questions. Est-ce que Pauline peut commencer peut-être à te pitcher? Oui, avant d'introduire qui je suis, on peut peut-être tout de suite poser la petite question. Ça permettra aussi à chacun de parler dans le chat. On voulait vous demander, et Constance, je crois que tu vas aussi écrire la question par écrit, pour vous, quelle est la tendance formation à laquelle vous croyez le plus en 2024 et pour le futur? Constance. Super question ouverte, puisque là, pour le coup, n'hésitez pas. Je suis sûre que vous avez une boule de cristal dans laquelle vous avez vu des tendances qui sont en train d'arriver. Me dites pas les IA génératives ou la blockchain. On veut des choses inédites qu'on ne connaît pas. Est-ce que du coup, je vois déjà quelques petites réponses. Alors, j'aime beaucoup la réponse de Nancy et j'en profite pour te dire bonjour Nancy. La pleine conscience, donc effectivement, ça peut être aussi des thèmes. L'altruisme, dit Stéphane, très intéressant aussi. Ça fait partie des thèmes effectivement qui montent. Poussez-nous vos tendances. En fait, vous vous en rendez pas compte, mais on a la chance d'avoir des inscrits qui viennent d'entreprises très différentes. On a le secteur auto, notamment la personne de Nancy. On a des gens qui viennent de banque, de l'assurance, du retail. Donc, c'est intéressant de voir aussi un peu ce que vous avez détecté. Samantha nous dit la démarche QVCT à la portée de tous. C'est vrai qu'il y a une dimension assez... On va en parler assez précisément. Il y a un rebond. L'empathie, nous dit Arthur, donc c'est très chouette. Continuer. L'écoute empathique, on voit qu'effectivement l'empathique, ça fait partie des grosses tendances du moment. Donc n'hésitez pas, poussez-nous. Nous, on va aspirer toutes vos tendances et on va essayer de voir un petit peu ce qui en ressort. Sophie nous dit également l'assertivité, important. Alors, il y a beaucoup de choses qui se recoupent, donc c'est plutôt bon signe. Spiritualité et travail. Alors là, Cédric, restez connectés, vous allez voir dans quelques minutes, on parle de spiritualité. Alors, peut-être qu'on va commencer un petit peu pour faire connaissance, puisque du coup, est-ce que Pauline, tu veux nous raconter un peu justement qu'est-ce qui se cache derrière Moka Care? Absolument. Alors du coup, moi, je suis Pauline, je suis responsable des sujets d'acculturation aux produits chez Moka. Qu'est-ce que ça veut dire produits et acculturation chez Moka? On a plein de choses, on a des produits numériques dont des formations digitales, on va le voir, et on a aussi un accompagnement humain pour faire de la prévention en santé mentale dans toutes les entreprises qu'on accompagne et dans toutes les entreprises qu'on accompagnera. Et on a notamment aussi des services de formation plus collectifs, très humains, très connectés, qui connectent les gens entre eux. Et donc moi, mon rôle, c'est de faire en sorte que tout cet accompagnement qu'on propose soit connu de tous, à la fois en interne, chez la team Moka, et puis aussi auprès de toutes les personnes qui pourraient être intéressées. Et ce webinaire est une superbe occasion d'en parler. Et moi, je suis très contente de parler de ce sujet de formation et de le connecter à la QVT, le bien-être, la santé mentale. Pour la petite histoire, avant de rejoindre Moka en 2022, j'ai hésité à me reconvertir dans l'enseignement. Donc, ce webinaire... Je ne savais pas, dis donc, Pauline. Oui, petite anecdote cachée. C'est un moyen d'associer cette passion et une autre passion qui est je ne sais pas si on peut parler de passion, mais en tout cas une croyance, une mission de la prévention en santé mentale et d'environnement plus sain partout dans le monde du travail.
Canon, canon, canon. L'enseignement mène à tout, la formation mène à tout. Alors, super présentation. Merci beaucoup, Pauline. Donc, on voit un Moka super startup sur la partie QVT, bien-être mental. Côté Kokoroi, du coup, moi, je suis Béatrice. Je fais partie des 3 cofondatrices de la startup Kokoroi. Kokoroi, ça ressemble à Cocorico, mais c'est un petit peu différent. Ça vient du japonais et ça veut dire apprendre avec le cœur. Ça définit très bien, en fait, notre mission, qui est d'aider les collaborateurs du coup à apprendre, à se former tout au long de leur vie, parce que ça fait du bien au moral, ça fait du bien à son développement, ça fait du bien à l'employabilité. Et puis, il y a un sujet qui monte de plus en plus en ce moment, c'est celui de la santé mentale, qu'on adresse aussi auprès de la formation. Tu disais, Pauline, il y a des directeurs learning, des directions de formation qui prennent maintenant son sujet à bras-le-corps. Donc, on s'est dit, avec Mokacare, que c'était l'occasion de faire un webinaire pour vous partager un peu les tendances qu'on a décryptées. Alors, on n'est pas des Madame Irma, si j'ai un chapeau. Non, on n'a pas de boule de cristal, donc on va vous présenter humblement 6 tendances dans lesquelles on croit et qui ont été remontées, que ce soit dans le cadre des échanges, des rencontres avec l'écosystème, avec nos contacts côté Pauline et Moka et côté Kokoroi. Donc, vous avez commencé à chauffer le chat et il y a certaines tendances qui, justement, sont aussi adressées dans le cadre de notre webinaire avec Pauline et d'autres qu'on n'a pas forcément encore mis sous nos radars. Donc, vraiment, mettez dans le chat un peu vos impressions, ce que vous détectez. C'est super intéressant. Alors, Cédric, justement, dans le chat, parlait de la spiritualité du travail, remettre l'homme ou la femme au cœur. Et justement, c'est un peu l'objet de notre première tendance, Pauline, puisque du coup, on s'était accordé sur le fait que la tendance qui montait, c'était celle d'un peu du holistic learning. Alors, le holistic learning, dit comme ça, c'est un peu, vous m'excusez pour l'anglicisme, mais c'est une tendance qui monte de plus en plus et qui commence du coup à buzzer un peu dans l'écosystème. Sur le slide suivant, on vous a juste positionné une data parce que l'objectif, c'était aussi de vous apporter quelques chiffres concrets avec Pauline et vous montrer des chiffres sur lesquels finalement ces tendances s'adossent pour montrer que ce n'était pas juste des tendances un peu dans l'air du temps. Il y a un chiffre qui, du coup, est ressorti de l'étude de Mad Skills, qui est finalement aujourd'hui, il y a 65% des collaborateurs qui expliquent qu'ils souhaitent se former aussi bien finalement pour leur développement pro que pour leur développement perso. Et en fait, c'est dans ce contexte, que cette expression d'holistic learning a commencé à monter. Alors, dit comme ça, holistic learning, on se dit, est-ce que c'est une nouvelle tendance un peu new age qui serait née à Toulouse ou à Bali? En fait, pas du tout. On voit que c'est une tendance qui a émergé à l'orée en fait de la crise Covid et qui a commencé en fait à mettre en lumière qu'il y avait certaines problématiques comme la santé mentale, la quête de sens, la recherche d'un nouvel équilibre de vie. Et ces thèmes ont commencé à affleurer en entreprise. Et on s'est aperçu que finalement, les frontières entre la vie pro et la vie perso, c'était de plus en plus poreuses. Et il y a une expression qui a commencé à émerger, qui était celle du blurring, finalement ce flou, qui faisait que finalement, avec l'hybridation, nos modes de travail, des nouvelles attentes aussi des Gen Z qui arrivent en entreprise et qui n'ont pas forcément les mêmes attentes que leurs collaborateurs X, puis finalement, le résultat, c'était qu'on avait des collaborateurs, des apprenants qui souhaitaient bien sûr en fait travailler leur employabilité, accéder à des nouveaux postes, mais plus seulement. Ils souhaitaient aussi être accompagnés pour justement réussir leur équilibre de vie, sortir de la zone de confort, grandir. Donc au final, on s'est aperçu qu'il y avait plusieurs impacts qu'on souhaitait vous partager, qui datent d'à peu près quelques mois. Sur le slide suivant, on vous expliquait, on parle beaucoup maintenant d'apprendre sur le mode de la serendipity. C'est-à-dire que finalement, on n'apprend plus seulement juste sur finalement des hard skills, ce qui a longtemps été le cas. Hein. On parlait de direction de formation tout à l'heure avec Pauline. On disait, voilà, un directeur learning, il va vous pousser un catalogue de compétences métiers pour vous former à la compliance ou autre. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on vous mettait sur le slide juste après, plus du tout. Les directions learning vont de plus en plus finalement sortir du seul spectre hard skills, mais plutôt vous former à d'autres thèmes. Alors, il y a le premier impact, ça a été l'ouverture aux compétences de Davos. Donc, le fameux référentiel de Davos où on parlait de la créativité, du leadership, l'intelligence émotionnelle. Et puis, on le voit de plus en plus, des thèmes qui sont du coup en résonance avec la raison d'être. Ça pouvait être par exemple la RSE, l'inclusion, et également depuis peu finalement les enjeux de santé mentale. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un survey un petit peu auprès de nos partenaires qui étaient essentiellement CAC 40 et SBF 120 pour les interroger avant ce webinaire un peu sur les grands thèmes qui pour eux sont les thèmes un peu du moment et sur les thèmes sur lesquels Kokoroi était beaucoup sollicité.
Donc, vous allez voir, on a fait un récap juste après, sur le slide d'après. Vous allez voir finalement, sur le pool de partenaires qu'on a interrogés, voici quels étaient à peu près les 6-8 thèmes qui étaient vraiment les plus consultés, sur lesquels on a eu beaucoup de demandes. Et ça donne un panorama assez intéressant et ça reboucle avec quelques tendances que vous aviez soulignées, notamment Nancy sur la santé mentale. Sophie, vous aviez parlé d'assertivité, sur les techniques de communication. Voilà les gros enjeux sur lesquels on a été interrogé récemment. Il y a eu un enjeu, moi je trouve, qui est très intéressant, on ne parlait pas encore il y a quelques années, qui était celui des transitions de vie, qui sont souvent source de gros stress. Ça peut être par exemple comment gérer l'arrivée d'un enfant, donc ces enjeux liés à la parentalité, préparer sa retraite, mais aussi les accidents de la vie. Donc, on voit arriver en entreprise ce thème des transitions de vie. Les premiers à nous en avoir parlé, c'était L'Oréal, en fait, qui a commencé à nous dire « Ah, attention, il y a une tendance qui arrive. » Et on était en janvier dernier, et c'est effectivement une formation qui a bien fonctionné. On voit également aussi, ça c'est très intéressant, les enjeux de sécurité psychologique. Et ça, en fait, ils sont adressés très différemment il y a encore quelques années. Avant, on disait, voilà, il faut former les collaborateurs à la gestion du stress. Oui. Mais maintenant, quand on parle de sécurité psychologique, on met un peu plus le focus sur le manager et sur son rôle pour mettre en place en fait les conditions préalables à la sécurité psychologique de ses équipes. Donc c'est une façon un peu de le responsabiliser et de lui dire aussi, il est aussi en charge finalement de la sécurité psychologique de ses équipes. Et ça fait partie des formations qui ont beaucoup marché. Et ensuite, il y a eu quelques impondérables, quelques musts, comme par exemple toujours retrouver du sens au travail. Et je pense que ça, c'était une formation que nous, on avait créée il y a déjà 2-3 ans. Mais en réalité, à la sortie du Covid, on a vu toute cette vague de quiet quitting, silent quitting, encore plein d'anglicismes terribles en anglais, mais tout ça pour désigner finalement cette quête de sens qui s'est trouvée de nouveau sur le devant de la scène. Et on se rend compte que finalement, cette logique de retrouver du sens au travail, elle devient de plus en plus importante. Alors, il y a plein d'outils comme Ikigai ou autres pour justement travailler un peu sa raison d'être personnelle. Et ensuite, on a vu d'autres thèmes émerger qui étaient toujours d'actualité, comme retrouver sa confiance en soi. Alors, ça allait de pair aussi avec des formations un peu sur gérer son syndrome de l'imposteur, sortir des sentiers battus. Et également, une autre qui a très bien fonctionné, qui était sur apprendre à mettre KO le stress. Donc, pour nous, en fait, sur ce podium, ce qu'on analyse, c'est vraiment des tendances de fond. Il y a eu 3 tendances. Vraiment le socle habituel sur la gestion du stress, la confiance en soi, le syndrome de l'imposteur, qui sont en train de devenir finalement des intemporels. Et ensuite, 2 niveaux de nouveautés. On voit des thèmes qui étaient avant plutôt de l'intime, comme par exemple la parentalité, la retraite, arriver dans la sphère pro. Et là, tout dépend du niveau de maturité de l'entreprise. Certains osent adresser, d'autres sont un peu encore timorés sur la parentalité. Et ensuite, on voit la troisième tendance qui est vraiment adresser la cible manager, parce qu'on s'aperçoit que les managers, ce sont cette couche, ce segment en fait qui a un impact énorme sur les collaborateurs. C'est les premiers prescripteurs, en fait, c'est eux qui donnent une exemplarité ou pas sur la santé mentale. Et on voit aujourd'hui Direction Learning qui souhaite adresser. Donc, en synthèse, première tendance, holistic learning, avec des segments de thèmes à adresser en fonction de la culture et de la maturité de l'entreprise. Et bien, Thérèse, si je peux compléter ce que tu disais sur le manager, une donnée hyper intéressante qu'on a retrouvée, alors il faudrait que je retrouve la source, c'est sur notre site, mais le manager a autant d'impact sur la santé mentale que le conjoint ou la conjointe. Donc, ça fait peur, hein, dit comme ça. Beaucoup de temps avec son manager ou en tout cas son équipe au travail. Donc, un manager qui aura des pratiques saines, des pratiques bienveillantes, des pratiques d'accompagnement, de donner de l'autonomie, aura un impact positif. À l'inverse, un manager qui sera plutôt dans le micromanagement, et c'est pas forcément parce qu'il aura des mauvaises intentions, ça c'est important de le dire. Il ne saura pas toujours être outillé, il ne saura pas non plus ce que c'est par exemple la sécurité psychologique. Vraiment la formation, et là ce que tu dis sur la formation holistique, ça vient vraiment outiller, responsabiliser le manager pour que son impact très important sur la santé mentale soit un impact positif. Exactement. Merci Pauline, effectivement, pour cet éclairage. Alors peut-être, je fais réagir un peu dans le chat, on voulait vous poser des questions avec Pauline, mais est-ce que vous, le sujet, par exemple, de la santé mentale et des managers, c'est des thèmes que vous avez déjà identifiés, vous dites, OK, là-dessus, on est plutôt avancé, ou au contraire, dans votre entreprise, on est au début de l'histoire. Enfin, on est très preneuse aussi, enfin, voilà, de vous, votre propre regard sur ces sujets. Est-ce que le sujet de sécurité psychologique, le sujet de embarquer vos managers sur les enjeux de santé mentale, c'est des choses où vous dites, voilà, il y a déjà des premiers jalons, ou au contraire, on est au début de l'histoire, puisqu'on voit des entreprises qui se disent, OK, les managers sont déjà sous pression, on ne souhaite pas en rajouter. N'hésitez pas à dire dans votre chat, est-ce que de votre côté, ce sont des thèmes qui font écho?
Je vois que Séverine est en train de nous partager sa réponse. Pas de pression, Séverine. Mais ouais, Séverine, au début de l'histoire. Ouais. C'est vrai que la sécurité psychologique et le rôle des managers, c'est quelque chose qu'on voit, nous, depuis quelques mois seulement apparaître, alors qu'avant, on disait c'est aux collaborateurs de mieux se gérer, quoi, en quelque sorte. Et là, n'hésitez pas à me dire. Alors, Annabelle me dit voilà, on a démarré, mais on reste au début de l'histoire. Séverine aussi. Ok, je pense qu'on est tous un peu sur ce même niveau. On se dit voilà, on doit embarquer les managers dans cette transformation, mais voilà, ça patine un petit peu. Alors justement, on souhaitait débuter avec Pauline sur cette première signature d'une politique depuis quelques années, mais les pourris restent des pourris. Alors là, merci Nancy, c'est peut-être la punchline de ce webinaire, on l'attendait, on va la garder. Peut-être maintenant s'intéresser à, du coup, voilà, on a poussé quelques premières tendances un petit peu thématiques, et maintenant sur comment les pousser en interne, on avait une autre tendance qui était celle de se dire, voilà, parmi les solutions pour adresser ces thèmes, avec Pauline, on va en citer plusieurs. Il y en a une qui est celle finalement d'avoir des formats de plus en plus courts. C'est vrai qu'auparavant, les tendances de format qui prenaient, c'était plutôt des formats très longs, qui étaient plutôt sur plusieurs heures. Et là, il y a une tendance qu'on a vu arriver, qui était vraiment de plus en plus court ces temps de formation. Pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit qu'en fait, nos apprenants, on le mettait un peu sur le slide suivant, sont en ce moment imprégnés de plein de formats un petit peu différents. Ils sont biberonnés à des plateformes de streaming, que ce soit Netflix, Disney+, Canal+, enfin, il y en a plein, donc je suis perdue, je ne vais pas toutes les citer. Ils sont aussi très imprégnés de formats très courts, les combini, les loopsiders, les bruts ou autres. Et en parallèle, en plus, ils ont beaucoup de nouveaux formats, type newsletter très qualitative, qui vont pousser un contenu rédactionnel très de qualité. Donc au final, nos apprenants, on n'a plus la même bande passante qu'auparavant pour les former, et on est de plus en plus sur des formats du coup d'acculturation aux enjeux de QVT qui sont très courts. J'ai même pas mentionné également, mais on aurait pu le dire avec Pauline, on a en plus des formats type TikTok qui arrivent, avec en plus des influenceurs qui adressent ces sujets de façon très courte et chorégraphiée. Donc on va pas se risquer à ça, mais du coup il y a un impact. Donc au final, l'enjeu, lorsqu'on adresse ces enjeux de santé mentale, il va être deux types. Gagner la bataille de l'attention, c'est ce qu'on vous mettait un peu sur le slide suivant, c'est qu'en fait, vous n'avez pas la bande passante en fait, nécessaire pour adresser vos collaborateurs sur des formats longs. Donc, vous allez devoir non seulement les adresser avec des formats de plus en plus courts, mais en plus, jouer avec les codes. Parce qu'on le voit depuis quelques années, les enjeux de santé mentale sont adressés de façon un peu plus décomplexée. Avant la santé mentale, on avait tendance à l'approcher avec un prisme très médicalisé. C'était un sujet qui était réservé à plutôt des populations médicales, psychanalystes, scientifiques. Aujourd'hui, on le voit. Il y a tout un pan de la pop culture qui adresse ces enjeux. Il y a eu des langues qui se sont déliées les années passées. On voit des chanteuses comme Selena Gomez pour la pop culture, mais aussi des artistes comme par exemple Blanche Cardin ou Stromae en France parler de la santé mentale. Donc on voit finalement aussi que, et aussi bien dans la longueur, mais aussi bien dans le ton, on va aborder la santé mentale avec un petit peu plus de clin d'œil, un peu plus de complicité, et ça rend les choses aussi beaucoup plus digestes. Est-ce que toi, peut-être Pauline, tu voulais rebondir sur ces sujets? Sur la bataille de l'attention, oui, absolument. J'en parlerai, tu teases un petit peu ce que je vais dire dans la suite. Je te laisse peut-être poursuivre sur le micro-learning. Je crois que tu avais quelques autres données à donner. Partager en fait quelques chiffres chocs sur le slide d'après. On vous montre en fait pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous devez adresser la santé mentale avec des formats de plus en plus courts. C'était juste ce slide-là, prenez-le en photo, enfin, on vous partagera du coup le deck dans la foulée. Vraiment intéressant, c'est de vous dire voilà, la bande passante aujourd'hui de vos apprenants est de plus en plus courte. Il y a des chiffres qui font froid dans le dos, hein. La durée de concentration sans interruption est de 8 secondes aujourd'hui. On est tous avec des notifications mail, Slack ou autres. Un collaborateur reçoit 30 mails par jour et il passe en moyenne 9 heures par semaine en réunion. Et ça, 9 heures, c'est vraiment pour les plus sages. Je sais qu'il y a certains partenaires qui font sauter les quotas. Donc, en fait, ce que ça signifie, c'est que lorsqu'on adresse ces enjeux de santé mentale, vous devez vraiment être à la recherche de formats ludiques, parce que du coup, pour attirer l'attention, vous ne pouvez pas pousser des contenus textuels de 300 pages, des formats un petit peu old school. Vous devez aller chercher à titiller l'œil. Et ça passe par une esthétique, un ton, un ADN. Et en plus, vous devez être aussi sur des formats de plus en plus courts. Cédric, dans le chat, parlait de l'infobésité. C'est exactement ça. On est dans cette ère un peu de la saturation médiatique, où pour aller chercher la bande passante et pour réussir à s'insérer dans un jeune collaborateur, il faut être malin. Voilà. Donc, une bonne transition, finalement, pour parler aussi d'un autre type de format, qui était plutôt celui du conversationnel.
Pauline, tu voulais rebondir sur ce... Oui, exactement, je vais en parler. Et pour introduire le sujet, je vous propose de répondre à un sondage qui est complètement connecté à ce que tu dis qui est connecté d'ailleurs à ce que dit Cédric sur l'info-obésité, sur le temps que les salariés sont prêts à mettre chaque semaine dans la formation. On vous propose un petit sondage avec différentes réponses. Je ne sais pas où on peut le voir sur le sondage. Écoute, on le voit juste en bas à droite. Il vient d'être posé. Super. C'est une école. Bon, je crois connaître la réponse, mais je ne dis rien. 15 minutes, 24 minutes, 53 minutes, 70 minutes par semaine, hein, je précise. Et j'en reparlerai juste après. Moi, je voulais vous raconter une petite histoire qui illustre bien ce que tu viens de dire, Béatrice. En 2022, d'ailleurs, quand je suis arrivée chez Moka, il y a un client qui est venu nous voir, un client important pour nous dans la medtech, qui souhaitait former tous ses salariés à la prévention en santé mentale. Et je crois qu'il y avait d'ailleurs une des interventions sur le chat qui parlait de cette tendance de la formation de toutes les personnes de l'entreprise sur des sujets bien-être, sur des sujets santé mentale. Là, c'était vraiment un enjeu pour ce client-là. Donc, il vient nous voir, il nous demande si c'est possible via notre application, de préparer un programme sur quelques sujets liés à la prévention en santé mentale pour sensibiliser toutes ces équipes, managers y compris. Donc nous, c'est un client hyper important pour nous, on ne veut pas le décevoir. On se met vraiment en ordre de marche, on crée plusieurs modules, on consulte les psychologues avec qui on travaille, les coachs, les experts en RH, les experts en manager, et on sort un programme qu'on appelle un programme de formation, du coup vraiment learning classique, avec des choses à lire, un peu de vidéos aussi injectées dans chaque module. On le sort, avant ça, on le teste quand même auprès de clients, parce qu'on a aussi envie d'en faire bénéficier toutes les personnes avec qui on travaille. On trouve un joli nom, Head Start, fruit de brainstorm, plusieurs brainstorming avec des personnes chez Moka. On est assez fiers de le présenter à tous ces clients. Chez le client initial qui nous a demandé de bâtir ce programme, ça marche bien. Ça marche bien parce qu'il y a un portage aussi assez fort. On n'en a pas parlé, mais en matière d'adoption d'un produit de formation, d'un service de formation, il y a aussi toute la partie communication, la partie pédagogie sur la pédagogie finalement. Et là, c'est ce que ce client fait. Et du coup, ça marche bien. Les chiffres sont top. Par contre, on se rend compte que chez nos autres clients, les chiffres sont assez bas, très bas. C'est pas une histoire de contenu, on a des bons retours sur le contenu. C'est pas une histoire de ton, d'angle, on approche les bonnes thématiques, on est sur la gestion du stress, on est sur la connaissance de soi pour mieux communiquer avec les autres, l'intelligence émotionnelle, des choses qui servent dans les entreprises, mais ça marche pas. Alors, qu'est-ce qui bloque ? Donc, je vous ai mis trois murs auxquels on a été confrontés et auxquels beaucoup d'experts de la formation, même les enseignants à l'école, se heurtent. L'attention, tu en as parlé juste avant, la bataille de l'attention, c'est une ressource de plus en plus limitée. La course contre la montre, et alors là, je vais regarder un petit peu les résultats du sondage, je ne sais pas où est-ce qu'on peut les voir. Mais en gros, la réponse, c'est 24 minutes. 24 minutes, c'est un chiffre, merci Constance qui est en train de me montrer en direct. Donc vous aviez dit 15 minutes, c'est un tout petit peu plus. On a quand même encore un peu de temps. Ce chiffre-là, c'est un chiffre qu'on a identifié au RH qui s'appelle Josh Bursin et qui, lui, a développé un concept qui s'appelle le Learning in the Flow of Work. Désolée pour l'anglais. On pourrait traduire ça par apprentissage dans l'espace de travail. Dans l'espace de travail aussi quand on en a besoin. On se forme quand on a besoin de trouver une réponse à un problème qu'on peut avoir. Donc ça, ce temps-là, cette durée limitée-là, on se heurte aussi parce que les programmes qu'on a conçus, enfin les modules du programme sont un petit peu plus longs. Finalement, ça se met dans les 24 minutes, mais les 24 minutes, c'est pour toute la formation, pas que pour la formation à la prévention en santé mentale. Et puis, un autre problème qu'on a, un autre blocage, c'est l'interactivité. Et ça devient vraiment un prérequis. Tu en as parlé aussi, Béatrice, tout ce qu'on consomme par ailleurs sur les réseaux sociaux, sur les plateformes de VOD, même il y a peut-être des personnes qui sont friandes de jeux vidéo. Enfin voilà, il y a vraiment un besoin d'interactivité dans tout ce qu'on consomme en termes de contenu pédagogique y compris. Et ça, ce programme-là ne l'avait pas assez inclus.
Et un autre problème auquel on se heurte, qui est un problème lié à notre mission, je dis problème, mais on va dire plutôt un blocage, un obstacle, c'est que la santé mentale au travail, elle est encore considérée par une majorité de gens par un problème uniquement personnel, qui ne doit pas forcément s'immiscer dans le monde du travail, et qui est aussi vu sous l'angle uniquement des problèmes. Si je parle de santé mentale, ça veut dire que je vais pas bien, je suis en dépression, je suis en burn-out. On peut même aller sur des enjeux aussi plutôt psychiatriques. Et donc, on a encore une santé mentale victime de tabous, alors qu'on l'a vu, et vos réactions dans le chat vont en ce sens. On touche aussi des sujets très positifs, des sujets qui transforment l'entreprise, du management, de l'intelligence émotionnelle, de l'intelligence relationnelle, juste la sécurité psychologique, créer un environnement qui soit sain, où on peut faire des erreurs sans que ça nous soit reproché, où on peut dire les choses à son équipe sans que ça nous soit reproché, qu'on soit taxé d'intentions négatives. Voilà, il y a plein de choses liées à la santé mentale qui méritent encore d'être démocratisées. Et le programme qu'on a conçu à l'époque s'est heurté à ces idées reçues, ces croyances limitantes. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a réfléchi, on a étudié beaucoup le sujet de la formation. Hop, je me remets ici. On a étudié pas mal le sujet de la formation et on y a ajouté, on a creusé deux approches. Le micro-learning, que tu viens de détailler, Béatrice, et la couche aussi conversationnelle. Alors, la couche conversationnelle, c'est complètement lié à ce que je viens de dire sur l'intégration à l'espace de travail, le concept de Josh Bursing. Et on s'est dit, pour qu'une formation sur la santé mentale, sur la communication aussi, bienveillante, non violente, soit adoptée par la majorité des salariés dans une entreprise, autant qu'on soit dans les outils de communication que ces gens utilisent. Et il y en a deux majeurs, c'est Slack et c'est ce qu'on a fait du coup. Et on a aussi vraiment creusé cette idée de micro-learning pour être sur du 4 minutes par mois. On n'est même pas sur du 4 minutes par semaine. D'ailleurs, on a fait évoluer. Au départ, on était 4 minutes toutes les 2 semaines. On s'est rendu compte que c'était encore beaucoup demandé. Donc, on a réduit encore plus ce temps. Et on est vraiment sur du module de sensibilisation à la prévention en santé mentale. Et ça donne quoi? Ça donne Félix, que vous avez peut-être vu passer dans vos réseaux sociaux, dans vos boîtes mail. C'est un outil dont on est assez fier, qui répond vraiment à cet enjeu de sensibilisation, de démocratisation de la santé mentale, des sujets de santé mentale, assertivité, autonomie, parce que ça touche aussi, il y a des modules spéciaux pour les managers, donner de l'autonomie, donner de la reconnaissance. Et d'ailleurs, je vous ai mis un petit gif, parce que demain, c'est la journée du compliment, et ça nous tenait à cœur d'en parler aussi dans ce webinaire. Voilà, Félix, du coup, forme de manière conversationnelle. On n'est pas sur un chatbot, ça c'est important de le dire. On est vraiment sur des modules qui ont été construits avec plein d'expertise chez Moka pour donner une connaissance solide, mais démocratisée et de manière ludique. Et là, je vous ai mis un petit gif aussi pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Et je pense que Béatrice, tu seras sensible à ça parce que je sais que Kokoroé aime beaucoup les références pop culture. Yeah. Et c'est quelque chose qui marche bien. On est aussi abreuvé, mais j'ai l'impression qu'on n'en est pas encore au stade du too much. On veut encore des références pop culture et les gens sont très friands de ça. Et c'est aussi un moyen, c'est Félix, de cerner aussi certains enjeux dans les entreprises. Par exemple, un salarié qui va pas très bien, je suis manager, comment moi je me sens par rapport à ça, mon niveau de stress, est-ce que moi, en tant que manager ou en tant que collaborateur, je reçois suffisamment de reconnaissance? Côté RH, du coup, il y a un accès à ces données-là qui permettent aussi de sentir un peu le pouls dans son entreprise pour derrière aller mettre en place des actions de prévention spécifiques. J'en dis pas, je crois qu'on n'a que 5 minutes par intervention et on a un peu dépassé. Ça me permet, ce mode conversationnel, de faire une transition toute trouvée vers une autre tendance de formation, pour le coup pas du tout numérique, c'est celle du codev. Et là, on avait une autre question à vous poser dans la partie sondage. En général, chez vous, que vous soyez RH, responsable formation, mais pas que, hein,
tout le monde peut être face à une problématique QVT. Comment vous abordez ce problème? Est-ce que vous allez plutôt être du genre à chercher, je me débrouille toute seule, tout seul, je cherche une solution en solo, je demande conseil à des personnes qui peuvent m'aider dans mon entreprise. Ça peut être des experts RH, ça peut être des psychologues du travail, si on a des psychologues du travail dans son entreprise, ça peut être des médecins du travail, ça peut être ça peut être des managers aussi. Voilà, il y a toute une catégorie de personnes qui peuvent nous aider. Ça peut être, je crois que justement, les spécialistes RH ont pas mal de communautés qui existent, des communautés Slack, peut-être des communautés Teams, où on peut poser la question on peut poser la question sur certains enjeux. Et puis autres, vous pouvez aussi nous dire en commentaire comment vous abordez ce genre de problématique QVT. Problématique QVT, ça peut être, je sens qu'il y a une atmosphère un peu électrique au travail, au bureau, qu'est-ce qui se passe, comment je vais essayer d'aborder ce problème-là. Ça peut être contexte de forte croissance. J'ai pas mal de personnes qui n'étaient pas managers qui deviennent managers, donc des primo-managers qui peuvent se sentir un peu déboussolés, qui ont besoin d'accompagnement. Comment je vais faire en sorte de créer un espace qui les accompagne. Ça peut être aussi des choses un petit peu plus compliqué sur le stress. Je sens le niveau de stress monter. J'ai fait un dernier sondage Pulse, un sondage un peu météo dans mon entreprise. Je vois que le niveau de stress monte. Voilà, ce genre de problématique QVT auquel on peut être confronté, auquel on a besoin de trouver des solutions. Alors Constance me montre, je demande conseil à une personne qui peut m'aider dans mon entreprise. C'est chouette, c'est super parce que ça me fait une transition parfaite sur ce que c'est le codev. Je vous ai mis la petite définition. Hop, donc codev pour co-développement, c'est un format qui est vraiment la matérialisation de l'intelligence collective qui est en action pour résoudre des problématiques ancrées dans le réel. Quand je dis intelligence collective, c'est de l'apprentissage par les pairs, avec les pairs, dans un petit groupe, ritualisé, ça c'est très important. On est sur des rendez-vous successifs qui peuvent être tous les mois, par exemple, ou tous les 2 mois, tous les trimestres sur une année, sur une thématique particulière ou sur des problèmes des problématiques qu'il faut aller creuser. Pourquoi c'est un format auquel on croit beaucoup chez Moka et qui peut être très, très utile dans vos entreprises? Il y a 3 raisons principales. Déjà, c'est un vecteur d'engagement assez puissant. Et là, je me base sur le concept du cohort-based learning, l'apprentissage par cohorte. On peut traduire ça un peu mal en français de cette façon. Mais en gros, sur les MOOC, on a vu que quand les élèves et les étudiants en fait étaient à plusieurs à suivre le MOOC, on avait plus de 75% d'engagement. Alors qu'on est sur des données très basses de base, sur des chiffres d'usage autour de 3%, c'est vraiment très peu. Donc là, on a vraiment une augmentation très forte. Et ça, c'est intéressant de voir la puissance du collectif pour s'intéresser à une formation. Ça a un impact durable, ça va activer la mémorisation un peu situationnelle. On est avec d'autres gens, on réfléchit à des problèmes. Et puis, vu qu'on est sur de la ritualisation, on va être aussi sur cet impact qui va durer toute l'année et même après. Et puis, ce qui est incroyable avec le codev, ça c'est génial, c'est qu'on peut traiter tous les sujets possibles et imaginables, des sujets RH, des sujets QVT, des sujets santé mentale, des sujets plus personnels, des sujets personnels qui viennent s'intégrer dans le pro. Et tu parlais de la parentalité tout à l'heure, c'est typiquement ce genre de sujet. Comment on fait par exemple en tant qu'équipe pour accompagner un salarié qui vient d'avoir un bébé, une ou un salarié qui vient d'avoir un bébé, comment on fait en sorte de créer un environnement le plus accueillant, le plus sécurisé, le plus confortable possible pour tous, pour la personne et pour l'équipe. Donc voilà, il y a plein de sujets possibles qu'on peut traiter. Ce qui me semblait important de préciser sur le codev, c'est qu'il y a des principes indéboulonnables, la confidentialité. La règle numéro 1 d'un codev, c'est que tout ce qui se dit dans un codev reste dans un codev. C'est un safe space, c'est un endroit de non-jugement. On est là pour écouter. On est là pour ne pas juger ce que disent les autres et proposer aussi un regard sur ce que disent les autres. Et on est aussi dans un besoin d'esprit participatif.
on s'implique, on n'est pas là non plus en spectateur, et le codev justement rend vraiment l'apprenant acteur de l'apprentissage, de l'outillage. Et là, on a un besoin très fort d'un rôle de facilitateur de la part de la personne qui anime. Il y a toujours un facilitateur sur un codev. Ça peut être une personne, un coach, un psychologue formé à ça. Ça peut être aussi quelqu'un dans l'entreprise qui a été formé au codev et qui est capable d'animer, une personne de l'équipe RH, par exemple, un manager ou un dirigeant. C'est vraiment à la portée de tous. Et quelques bonnes pratiques pour terminer. L'idée d'un codev, c'est qu'on est vraiment sur... je vous ai mis les 3 mousquetaires, ça m'a inspiré. J'aime beaucoup Gene Kelly, donc je vous ai mis la version un peu ancienne des 3 mousquetaires. Il y a plein de versions possibles filmées. Mais ce qui est important, c'est que ça soit une problématique collective. On n'est pas là pour régler un problème qu'on a soit tout seul, qui va ne concerner que nous et qu'on pourrait régler pour le coup tout seul, ou en demandant conseil sur certains espaces, certaines communautés Slack. Là, on est vraiment sur une problématique qui affecte tout le monde dans l'entreprise, et on a besoin de l'intelligence, la compétence des uns et des autres, des bonnes pratiques, des habitudes qui ont pu être mises en place, qui ont bien marché. Et important aussi, on recommande de le faire avec des pairs. Donc, quand je dis pairs, par exemple, éviter d'avoir des managers dans un groupe avec des personnes managées. Ça peut créer, on peut sortir du safe space, ça peut créer justement un jugement, d'ailleurs peut-être même sur soi, on n'a pas envie de dire certaines choses. Et puis, on évite, on évite, ça veut dire qu'on peut traiter tous les sujets, quoi, de toutes les manières possibles, sans avoir un regard un peu sur soi qu'on pourrait mal interpréter. Et puis ça peut être aussi par métier, ça peut être aussi par situation. Je parlais de parentalité tout à l'heure. Voilà, et puis juste quelques idées de problématiques pour reboucler avec ce que tu disais tout au début, Béatrice, sur les thématiques qui montent. Le codev, ça peut être recommandé, par exemple, face à une personne de son équipe qui est en souffrance psychique. Qu'est-ce que je fais ? Ça peut être aussi dans un sujet un peu plus triste, mais le contexte actuel peut nous inciter à parler de ce sujet, des réorganisations, des PSE, un codev entre RH, dans une équipe RH, pour essayer de trouver des solutions pour que ce mouvement, ce bousculement se fasse, cette transformation se fasse le plus sereinement possible pour ceux qui partent, ceux qui restent. Et puis, un sujet plus personnel, ce que je disais tout à l'heure, l'intégration d'une bonne nouvelle, la parentalité dans l'entreprise et dans une équipe. Comment on fait pour aborder ce changement le plus sereinement possible. Super, voilà, Pauline. Donc, tu parlais tout à l'heure de conversationnel. Donc, en récap, on a vu des premières grosses tendances qui étaient du coup, effectivement, holistic learning avec des thématiques qui explosaient, une partie micro-learning, une partie également conversationnelle, une partie également codev. On voit que le retour, donc, on va essayer d'être ultra compact sur ces dernières tendances. Une autre tendance qu'on voit émerger, et en fait, ça, c'est un enjeu qu'on voulait aussi adresser avec Pauline, puisque finalement, on s'est aperçu que, voilà, on peut mettre beaucoup de formats de sensibilisation. Mais le vrai enjeu que vous avez très souvent, c'est oui, mais comment faire venir ces gens et comment en fait faire en sorte qu'il y ait du trafic. Et là, on touche finalement un enjeu assez marketing. Donc, un autre format qu'on souhaitait vous pousser justement sur le slide suivant, c'est de se dire comment faire pour driver du trafic sur vos dispositifs, parce que souvent, en fait, vous investissez du budget et si finalement ça fait pchit, pour reprendre les mots de quelqu'un, c'est très déceptif. Il y a une solution qu'on a expérimentée côté Kokoro qui a bien fonctionné, c'est celle des calendriers. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous allez voir sur le slide d'après, il y a une tendance de fond qui finalement qu'on connaît tous, qui est le fameux FOMO, donc le fameux Fear of Missing Out, qui est cette peur finalement de rater la dernière info, la dernière actualité, la dernière tendance justement, thème de notre webinaire un peu du jour. Et ça, les collaborateurs, ils l'ont tous en fait. Donc nous, la recommandation qu'on voulait aussi vous faire aujourd'hui, c'était celle finalement de lier beaucoup le well-being à des événements, des grands marronniers qui existent. Et donc, on a sorti un outil qui s'appelle les calendriers apprenants. On vous a montré quelques formats et quelques screenshots que vous pouvez le voir sur le slide d'après. Et l'objectif, en fait, il est tout simple, c'est de vous dire, voilà, vous avez forcément des grands marronniers. Et à partir de ces grands marronniers, vous pouvez sortir des calendriers apprenants. Le concept est tout simple. Pendant, en général, 21 jours. On aime bien utiliser 21 jours parce que 21 jours, c'est la durée nécessaire pour commencer à ancrer un rituel et une habitude. Et bien, un collaborateur va se connecter
ouvrir une petite case, un peu comme un calendrier de l'Avent, et venir découvrir soit un chiffre choc sur le bien-être, soit une formation pour se former typiquement au syndrome de l'imposteur, soit peut-être par exemple une vidéo d'un top sponsor qui explique pourquoi le bien-être est important. Et en fait, cette notion d'éditorialisation, elle est très forte parce que vous allez pouvoir du coup ancrer une dynamique dans le quotidien d'un apprenant. Vous allez aussi pouvoir l'éditorialiser. Là, par exemple, on l'a beaucoup éditorialisé avec les Jeux Olympiques qui arrivent. Il y a la notion d'avoir une santé olympique, une forme olympique. Enfin, il y a toute une sémantique, on peut tirer le film. Et le format est très ludique et vous permet en fait de pousser au quotidien un contenu pédagogique, mais avec un format ludique. L'objectif, c'est pas pousser pendant 21 jours de la formation, parce qu'au bout d'un moment, les gens craquent, mais ça va être de mixer finalement les approches avec, je le disais, un chiffre choc, une définition, un mot d'un top sponsor, une petite vidéo micro-learning, et de vous dire, OK, finalement, prenez ce sujet de la santé mentale pour l'événementialiser. On a des partenaires qui ont fait des mois du well-being, des mois du bien-être. Donc, à chacun va trouver son mot et la sémantique qui résonne le plus en phase avec sa culture. Mais ça, c'est un format qui vous permet de vous dire, voilà, OK, j'en fais un momentum. Nous, on en a lancé plusieurs, notamment par exemple chez Renault, Calendrier Apprenant. On avait à peu près 50 000 connexions sur un premier mois, sur des sujets qui sont parfois des sujets peu connus ou peu adressés, et ça nous permet de faire un gros highlight sur une thématique clé et de se dire, voilà, là, on souhaite faire un mois thématique. Et on va pousser aussi bien un contenu qu'on a en interne, ça peut être des ressources PDF, ça peut être typiquement des ressources type Codev ou autres, et on va le décliner. Donc ça peut être, pour répondre à Cédric, aussi bien sur l'année, par exemple sur Vinci, on en a fait un sur un an, pour du coup l'ancrer vraiment dans la durée. Et on a d'autres partenaires, je parlais de Renault, Sanofi, on a plutôt été sur une logique du mois, parce qu'ils avaient une bande passante qui était saturée de plein d'autres topics. Sur l'année, on pouvait être, pour rebondir, sur une vingtaine de cases. Du coup, Cédric, très concrètement. Donc, autre format, du coup, pour hameçonner. Comment tu veux qu'on fasse, Pauline? Est-ce qu'on prend des questions? Est-ce que tu veux qu'on termine sur les dernières tendances? Qu'est-ce que tu... La dernière tendance est plutôt une question un peu ouverte parce qu'on arrive dans ce sujet-là. Je vous mets la slide. On voulait un petit peu quand même parler d'intelligence artificielle parce qu'on est en plein dedans. Je peux juste donner un peu notre vision chez Moka sur l'intelligence artificielle et comment on le connecte à notre sujet du jour qui est la formation. Nous, chez Moka, on est plutôt technophile de manière générale. On pense que la technologie peut changer pas mal de choses en bien. Dans l'idée de l'intelligence artificielle, on croit à l'intelligence artificielle comme soutien de l'intelligence humaine. Donc, c'est-à-dire que ça va pouvoir, par exemple, en matière de formation, accélérer la création d'un module de formation parce que ça va nous sortir, si on lui sur l'IA générative notamment, on peut lui demander de nous résumer en quelques phrases, je sais pas, une question sur un sujet, la sécurité psychologique, typiquement, comment toi tu l'as défini, ChatGPT. Donc ça peut aider, on va dire, à co-créer du contenu. Par contre, ça ne peut pas remplacer ce que moi j'appelle contrat de lecture, qu'on voit pas mal dans le monde éditorial, ou alliance, un petit peu cette alliance, ce lien entre le lecteur, l'apprenant et le formateur. Allez, on peut parler d'alliance pédagogique. Dans le monde de la thérapie, on parle d'alliance thérapeutique. Le lien qu'on crée, le ton qu'on utilise, c'est aussi l'écoute, cette confiance qu'on a dans la personne qui nous enseigne quelque chose. Ça, c'est hyper important. Et ça, une IA ne pourra jamais atteindre ce niveau de confiance dans la création d'un module de formation. Par contre, ce qu'on peut aussi réussir à faire avec l'intelligence artificielle, c'est un peu des pistes qu'on explore chez Moka, c'est cette idée un peu d'agrégation. On va aller chercher dans une base solide de connaissances, et là je ne parle pas du web, je parle peut-être en interne, dans des centres de documentation internes avec des salariés, des experts. Chez nous, on a des psychologues, des coachs, des experts en RH qui écrivent plein de choses. On a notre app, on peut se rattacher à ça pour donner derrière accès à des réponses, à des questions. Et du coup des réponses dont on sera sûr, des réponses vraiment fidèles, honnêtes, scientifiques, basées vraiment sur de la recherche, des études.
Donc, ça peut permettre de faire ça, l'intelligence artificielle. Je ne sais pas chez Coco Roé ce que vous pensez de ce sujet. Je pense que l'humain a de l'avenir, même si pour le coup, nous aussi, on est très technophile et on adore la tech. Et effectivement, lorsqu'on est en tant que start-up, on a toujours ce prise de vouloir industrialiser, scaler, etc. La réalité, c'est, je pense que lorsqu'on adresse des enjeux de santé mentale, il y a une vraie finesse à avoir. On parle vraiment de l'humain, on a des collaborateurs derrière. Et je pense que pour le coup, il faut être très prudent et avoir à chaque fois cet œil, cette sensibilité qui vient s'assurer. On n'a aucun tabou à utiliser par moment du ChatGPT ou ce genre de choses, mais je pense que lorsqu'on adresse des sujets aussi touchy, il faut à chaque fois avoir de l'humain derrière pour s'assurer que les choses sont faites de façon positive, de façon non clivante, adresser des enjeux qui sont parfois des enjeux culturels. On travaille avec beaucoup de groupes qui sont internationaux, sur lesquels du coup, il y a des thématiques culturelles aussi. On n'adresse pas les sujets de la santé mentale de la même façon qu'on soit basé par exemple en Asie, particulièrement en Chine, que lorsqu'on est basé en Europe ou dans les pays anglo-saxons. Donc il y a vraiment cette finesse à avoir que l'IA n'a pas encore. Et Dieu merci, l'humain a encore sa place. Oui, bien sûr. Effectivement, surtout sur des sujets de santé mentale, de qualité de vie au travail, de bien-être, qui sont des sujets profondément humains. Exactement, exactement. Alors moi, Pauline, j'étais ravie d'animer ce super webinaire ensemble. C'était une de nos premières. J'étais très contente du coup. Peut-être en synthèse, effectivement, il y a plusieurs personnes qui ont demandé dans le chat. Oui, le support sera bien partagé. On ne le garde pas sous clé, donc il sera diffusé a posteriori. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si même d'autres questions vous reviennent après, vous faites un saut sur LinkedIn, vous nous glissez un petit mot à Pauline et moi. On est bien sûr dispo, on ne disparaît pas dans la nature. Et surtout, je crois que Pauline, tu le disais, portez la santé mentale en interne, faites bouger les lignes. On avait une question qui a été posée qui était importante, celle de Marie-Manon, qui était comment convaincre finalement son codir sur ces sujets. C'est évident, il y a un enjeu d'évangélisation en interne qui est à avoir. Il faut pousser des chiffres. Constance, vous mettez effectivement votre étude qui était chiffrée et qui est très chouette. C'est vraiment porter la bonne parole. On sait que ces sujets sont difficiles. On sait qu'on a parfois un sentiment que ces sujets viennent en dernier bout de liste en interne, mais on est sur des sujets qui font du bien. Donc, continuez de pousser la bonne parole. Et c'est vrai que tu disais, merci pour ton hyperactivité dans le chat. Évangéliser, c'est apporter des chiffres. C'est un très beau mot de la fin. Oui, je peux compléter sur ça. Et moi aussi, j'étais très heureuse de faire ce webinaire avec toi, Béatrice, et merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Sur le sujet de l'évangélisation à la santé mentale, on peut voir, il y a deux approches, plus une approche légale, mais qui parlera pas à tout le monde. Les dirigeants vont être un peu plus difficilement convaincus, les RH oui, mais les dirigeants moins. Côté approche, il y a l'approche humaine. Les dirigeants qui ont cette fibre humaine et qui veulent créer un environnement sain. Et là, on va toucher un peu à leur sens de la responsabilité. C'est une manière d'approcher. Il y a plein de dirigeants et de personnes RH qui sont profondément bienveillants et qui veulent pousser ce sujet-là en interne. Et puis, il y a aussi ce que tu disais sur les chiffres. Et là, concrètement, on peut même parler de coûts d'inaction. Quand on s'occupe pas de ce sujet, quand on ne fait pas de prévention, eh ben, ça se ressent tout de suite sur l'absentéisme, le turnover, le nombre de burn-out. Et derrière, c'est des coûts réels. Par exemple, sur des arrêts, il y a 30% des arrêts qui sont pour motifs psychologiques. 30%, c'est énorme. Si vous avez beaucoup d'arrêts, des arrêts courts, des arrêts longs chaque année, bah, ça peut monter vraiment le chiffre assez haut. Donc, on peut se rendre compte. Et d'ailleurs, nous, on est en train de travailler sur un calculateur qu'on va bientôt sortir, un calculateur de coût d'inaction en santé mentale, pour concrètement montrer ce que ça coûte, montrer que ces sujets ont un impact sur la santé financière, mais évidemment sur la santé tout court, la santé physique, la santé humaine des collaborateurs. Et du coup, en voyant un peu ce panorama sur les risques, on peut réussir à évangéliser davantage le sujet du bien-être mental, de la qualité de vie au travail. Super mot de la fin. Un grand merci à tous et à ceux qui ont participé également dans le chat et qui rendent du coup ce moment passé ensemble aussi très sympa. Donc merci à Priscilla, Stéphane, Constance, Nadia et tous ceux qui n'ont peut-être pas pris partie sur le chat, nous ont écouté, qui ont été présents ce jeudi après-midi. On espère que vous avez passé un bon moment, que ça vous donne un peu un tour d'horizon de voilà ce qui est côté Moka et Coco Roé, un peu sous notre radar en ce moment et ce sur quoi on veut investir parce qu'on y croit. Et n'hésitez pas, du coup, comme on disait, à nous pinguer sur LinkedIn ou autre.
Et un grand merci à tous. On vous souhaite plein d'énergie. Et Pauline, je ne savais pas que c'était la journée du compliment. C'est demain, 1er mars. Ouais. Alors, notre micro-doing de demain, c'est donner un compliment, partager un compliment parce que ça fait du bien. Grand merci à tous. Un grand merci à toutes et tous. Et merci aux personnes en coulisses aussi qui nous ont beaucoup aidés. C'est vrai. Merci. À bientôt.